Ok, donc dans la première partie, pour résumer un peu tes paroles, si on regarde tout ça de façon très globale, tu nous mets en garde en quelque sorte contre toute influence, en prenant comme exemple les maîtres du monde, là. C'est ça, tu essaies de nous sensibiliser au fait qu'on ne doit pas être influençable. Mhm. Ok. Quelle est la source d'énergie qui permet d'atteindre directement à la connaissance? Bon, pour répondre franchement, clairement à cette question, la connaissance est la source d'énergie qui permet d'atteindre la connaissance. C'est-à-dire que lorsque le réceptacle est prêt, ce qui doit le remplir vient. Alors l'homme ne peut véritablement rien faire de par lui-même pour aller chercher quelque chose qu'il n'a pas. Il n'y a aucune source d'énergie. La seule chose qui permet à l'homme d'atteindre la connaissance, c'est l'évolution, c'est-à-dire l'exploration de la connaissance. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ce que l'homme aimerait savoir, c'est là. Il le sait, mais il ne sait pas qu'il le sait. C'est à l'extérieur et à côté de lui, mais il ne sait pas ce que c'est. Lorsque l'homme recherche la lumière avec une chandelle, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'est la lumière. Lorsqu'un homme recherche du feu avec une chandelle allumée, c'est qu'il ne sait pas ce qu'est le feu. Or, c'est ce qui arrive avec la connaissance. Et l'homme, ne sachant pas ce qu'est la connaissance, ou le savoir, pour être plus précis, il essaie d'en approprier des particules qu'il va accumuler dans ses mémoires et qu'il va appeler expérience, sur lesquelles il va pouvoir se référer, se rassurer. Ce qui automatiquement le met hors contact, hors circuit avec le savoir instantané, le savoir inexpérimenté, ce que dans la question ici on appelle la connaissance. Atteindre directement la connaissance, non. Parce que d'autres choses sont importantes. Le corps physique doit être suffisamment solide pour absorber le choc. Dans la dernière conférence du mois de février, on va parler de la fatigue, ennemi mortel. Et on va expliquer pourquoi en 1986, on aura de plus en plus de personnes qui seront épuisées. L'avant-dernière conférence du mois de février, c'est la guérison ésotérique, où on va aborder encore pourquoi qu'en 86, on aura de plus en plus de personnes malades, faibles et fatiguées. Et de quelle façon on peut arriver à reconnaître les symptômes d'une maladie créée par la conscientisation. Lorsque l'homme veut connaître la lumière, il doit être prêt. Et c'est pour cette raison aussi que cosmiquement, on a créé un mensonge, où on permet à l'homme d'entrevoir des parties de la vérité, disons de la réalité, mais non pas la globalité de la réalité, parce que l'homme ne pourrait pas résister. C'est difficile à comprendre lorsqu'on parle de résister et d'être prêt, parce que l'ego, lui, se croit prêt, se croit parfait. Alors s'il est parfait, pourquoi veut-il savoir? Parce qu'il n'est pas parfait. Parce que s'il serait parfait, il saurait. Être prêt, ça veut dire que lorsqu'il se passe quelque chose, psychologiquement, on ne perd pas les pédales. On ne se recherche pas plus. Mais lorsque l'énergie descend d'une façon plus constante, ce n'est pas sous forme d'information ou sous forme de connaissance. La connaissance, savez-vous ce que c'est pour l'homme? La connaissance, c'est un torchon sale qui donne l'apparence de nettoyer l'illusion humaine, mais qui en réalité salit encore plus. Vous savez, quand vous avez un torchon sale, vous le prenez pour essuyer une vitre sale, ça laisse une trace de beauté, puis si vous repassez, ça mélange tout, puis à un moment donné, on n'a plus rien pantoute. Mais tout a été transformé. On ne reconnaît plus la même saleté, la même illusion. Alors on s'imagine que peut-être c'est correct, jusqu'au jour où on redécouvre qu'on avait promené de l'illusion. L'énergie, lorsqu'elle descend chez l'homme, elle ne lui apporte pas la connaissance. Lorsque l'énergie est intégrée par le mental de façon à ce que celui-ci instruise l'ego, instruise la psychologie de l'homme, c'est transféré sous forme apparente d'expérience mémorielle de ce que l'homme appelle la connaissance. Mais l'énergie n'est pas là pour instruire l'homme. Qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez tout savoir? Lorsque vous allez tout savoir, allez-vous pouvoir? Pas nécessairement. Mais c'est drôle qu'il y en a beaucoup qui peuvent, mais qui ne savent pas. Lorsque j'étais dans les montagnes du Guatemala un jour,
J'ai voyagé avec un médecin qui allait vérifier si une espèce d'hôpital dans la jungle du Pacifique, sur la côte du Pacifique, si les dons que l'hôpital Notre-Dame envoyait et d'autres hôpitaux servaient à bon escient. Et ce médecin a osé tenter une escalade d'un volcan qui s'appelle Tahumulco, qui est la plus haute montagne d'Amérique centrale. Et il s'est foulé une cheville. Foulé, enfin. La cheville est venue aussi grosse que sa tête. Et on a rencontré une personne en descendant qui ne savait pas. On appelle ça un ramancheux. C'était une ramancheuse. Alors, elle a tripoté la cheville du médecin. Et au bout de 5 minutes, c'était totalement désenflé. Les os étaient replacés à leur place parce qu'il y avait eu fracture. Et il ne restait plus maintenant à la nature de faire son œuvre dans le temps matériel, c'est-à-dire à ressouder les os. Alors, le médecin est rendu dans cet hôpital qu'il allait vérifier. Là, il a pu le vérifier. Il a passé un bout de temps couché dans leur lit. On lui a mis un plâtre et tout était correct. Cette personne ne savait pas, mais elle pouvait. On a beaucoup de personnes qui, apparemment, savent, mais ne peuvent pas. Le contact avec l'énergie intelligente n'est pas d'enseigner l'homme. Moi, je dis souvent que je ne sais pas grand-chose tant qu'on ne m'a pas posé la question. Parce que sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas plus que n'importe qui. Mais lorsqu'on pose une question, je réponds. Alors, je sais. Parce que j'ai pu expérimenter par la parole ce savoir. Donc, m'écoutant parler, j'instruis mon ego. Alors je dis, j'accumule de la connaissance par la parole. Et la parole sera l'outil d'or de l'homme et de la femme nouvelle, dans les premiers temps de l'ère nouvelle. L'énergie, lorsqu'elle descend, sa première fonction est de traverser jusqu'à la molécule physique, donc jusqu'au corps, de façon à pouvoir connaître la matière. S'il est bloqué par l'ego qui oppose une résistance farouche, parce que l'ego veut savoir, il y a des luttes, des souffrances, des problèmes, et on étire le temps. Lorsque l'énergie supramentale descend directement dans le corps physique, elle le nourrit, elle le réorchestre. Vous ne savez rien de plus. Oh non! Mais vous n'êtes jamais malade, jamais fatigué, vous mangez presque jamais et vous n'avez presque plus besoin de dormir. Sinon plus du tout. Et lorsque l'énergie supramentale intègre le corps vital, partout où vous allez, vous guérissez. Mais vous ne voulez pas et vous ne savez pas pourquoi. Et lorsque l'énergie supramentale intègre le corps astral, vous n'avez plus d'ego. Et lorsqu'on n'a plus d'ego, l'énergie supramentale intègre aussi le plan mental. Vous n'avez plus d'ego, donc plus d'orgueil, mais vous ne vous laissez pas manipuler comme une personne simple d'esprit. Et automatiquement, on finalise le contact supramental. Lorsque l'homme atteint une connaissance expérimentée ou table, c'est parce que l'ego oppose une résistance. Alors on doit instruire l'ego pour que celui-ci apprenne à devenir souple et à se mettre à genoux devant un Dieu pour laisser passer celui-ci dans l'expression. C'est-à-dire que l'énergie intelligente instruit l'ego qu'il doit se tasser de là parce que l'énergie intelligente veut passer. Et là, on lui donne de la connaissance et de l'information. Ce que je fais aussi. J'instruis l'ego, j'instruis l'astral, j'instruis la psychologie, je mets de la mémoire dans la mémoire. Et lorsque la psychologie se sert de la mémoire pour réfléchir, automatiquement, elle se servira aussi d'autres formes de mémoire, celles que moi je peux laisser aller en parole, celles qu'elle aura pu lire, et elle pense différemment. À un moment donné, elle comprendra égoïquement qu'elle n'a aucune puissance et elle se laissera submerger par l'énergie intelligente qui alors ne l'instruira plus, mais la transformera. Comment peut-on savoir si on est manipulable? Je pourrais prouver à la personne qu'elle est manipulable de plusieurs façons, même de cette tribune, mais ça manipulerait trop d'autres personnes qui ne se posent pas la question. C'est bien simple. Êtes-vous heureux? Alors vous êtes manipulable. Êtes-vous malheureux? Vous êtes manipulable. Avez-vous peur une fois par année? Vous êtes manipulable. Êtes-vous à la mode? Vous êtes manipulable. Et on pourrait en sortir d'autres. Maintenant, est-ce que c'est un défaut ou un péché d'être manipulable? Non. Non. Non.
Parce que lorsqu'on vous vend une auto et qu'on vous dit qu'elle est bonne, merveilleuse, qu'elle ne rouille pas, etc., et vous l'achetez, que l'auto elle est bonne, merveilleuse et elle ne rouille pas, vous avez été manipulé. Mais vous allez en avoir eu pour votre argent. Merveilleux. Si vous décidez carrément que moi, je ne veux pas être manipulé, je ne veux même pas voir le char qu'on me vend, je rentre les yeux fermés, je rentre quelque part, je touche un char, j'achète, je m'en vais avec, et là, j'ouvre les yeux pour voir ce que j'ai acheté, on ne m'a pas manipulé. Non, mais qu'est-ce que tu as acheté? Oh, ça peut être très bon, mais ça peut être drôlement mauvais aussi. Alors, la manipulation, il ne faut pas cracher dessus, c'est très bon. La seule chose qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure qu'on est manipulé, qu'on le découvre, bien, on prend les parties qui nous vont le mieux, et lorsqu'on nous demande une opinion, non plus pour acheter ou pour vendre, une opinion, par exemple, ce soir, vous êtes à une conférence, alors quelqu'un sort et vous demande « Comment tu as trouvé la conférence? » Alors, vous y réfléchissez. Donc, vous essayez de vous adapter à ce que l'autre pense aussi. Vous êtes manipulable. Vous dites, ah, moi, je trouve ça très bon, ou très plate. Disons très bon. Bon. Alors, l'autre personne vous dit, oh, moi, j'ai pas tellement tout compris, tu sais, fait que l'autre personne qui a trouvé ça très bon, elle dit, non, ben, c'est sûr, tu sais, veut dire, quand je dis bon, bon, mais comme moi avec, au début, j'ai pas compris. Ah, vous commencez immédiatement à colorer ce que vous aviez pensé. Autrement dit, l'énergie de l'autre commence à vous submerger, elle vous transforme. Si vous en rencontrez un troisième qui est en beau, puis qui chiale, puis qui s'en va, puis qui part avec le manteau d'un autre parce qu'il est tellement il part vite, ben là, vous pouvez peut-être vous demander, peut-être c'est pas bon. De temps en temps, on a ici, regardez bien ceci. Je vais, comme on dit en québécois, stouler quelque chose. Je vais révéler, pour prendre le terme plus ésotérique ou religieux. Je vais faire une révélation. On a ici un employé qui, de temps en temps, a pour fonction de sortir du salon pendant la conférence et de faire du bruit avec la porte. Et combien, parmi la salle, lorsqu'il pense que quelqu'un s'en va parce qu'il y en a assez, réagit? Alors, ils sont manipulables. Soit que la personne, tiens, un pauvre type qui s'en va, il n'a rien compris, est manipulable. Quelqu'un qui s'en va, bon, ben, tu sais, peut-être que je me suis fait fourrer, moi, tout, puis j'ai peut-être pas le gosse de m'en aller, mais l'autre, il l'avait. Ben, ce personnage-là, ah, je pensais qu'elle allait encore sortir. Correct. Alors, la manipulation, oui, on est manipulé. Est-ce que c'est bon ou mauvais? C'est mauvais lorsqu'on le sait et qu'on ne fait rien. Et manipuler, l'homme le sera toujours. Parce que l'exemple que je donne, la plus évidente, c'est lorsque vous vous en allez sur une autoroute et que soudainement, il y a deux chars qui s'emboutissent en avant de vous. C'est sur l'autoroute métropolitaine, par exemple, où on a 3 voies de large. Alors, on a 2 voies complètement obstruées, puis vous en allez à 60 km/h dans les 2 autos. Mais, à côté, la 3e voie est libre. Qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Passer par la 3e voie. Pas tous. Certains vont essayer de freiner à mort, et d'ailleurs, ils réussissent des fois, et ils se ramassent à la morgue. Bon. D'autres vont essayer de contourner d'une façon tout à fait inadéquate, c'est-à-dire en faisant un slalom entre le parapet et les autos. Et d'autres vont simplement passer par le trou et s'en aller. Bon. Tout le monde est manipulé. Tout le monde. Celui qui est intelligent passe par la 3e voie et s'en va sans égratigner son automobile. Il est manipulé parce qu'il n'avait aucun autre choix que de passer par là s'il voulait s'en sortir intègre. Et les autres sont manipulés aussi parce que s'ils veulent s'accidenter, ils n'ont pas d'autre choix que de faire tout le reste sauf passer par là. D'ailleurs, j'ai déjà vu un char qui a réussi à éviter un accident. Puis ça paraît un petit peu comique, d'ailleurs c'était comique, pas pour lui. Et une fois qu'il a passé, il a regardé en arrière pour voir ce qu'il avait évité. Mais il n'a pas vu en avant ce qu'il évitait plus. Et c'est sérieux. Regardez quand vous avez un accident sur l'autoroute et qu'un peu plus loin on en a un autre. Cherchez pas. Ils viennent après. Rarement avant. Alors manipulable, oui, mais c'est bon. Ici, le feu prend. On a une sortie, tous ceux qui sortent par la sortie sont intelligents et manipulés. Et tous ceux qui veulent sortir par les murs, par le plafond, sont pas nécessairement intelligents dans le sens supramental et ils restent manipulés. La panique les prend.
Ceux qui essaient de sortir plus vite que les autres, qui sont en avant d'eux autres, la panique, les princes sont manipulables. Alors, il ne faut pas nécessairement avoir peur de la manipulation. Mais lorsque vous voyez à un moment donné que deux manipulations naissent chez vous, là, l'homme doit agir. Première manipulation, je veux ceci. Deuxième, prends pas ça, c'est pas bon pour toi. Ah. 2. Alors, qu'est-ce que vous faites? Dans l'antique religion, on parle de la bonne conscience, de la mauvaise conscience, et qui viennent vous jaser ça dans la tête. En réalité, c'est le jeu de votre propre ego. Ego peut-être inférieur en vibration par rapport à un ego conceptuel supérieur. 2. Manipulation. Vous êtes en train de suivre un régime. Et à un moment donné, ça vous tente. C'est une manipulation. Puis en même temps, vous vous dites que non. C'est une manipulation. Vous pouvez trancher. Vous avez la faculté d'énergiser la manipulation la plus efficace, ou d'énergiser le plan de vous qui va réagir plus facilement à une manipulation plutôt qu'à une autre. Alors vous allez finir par vous énergiser suffisamment pour décider que vous ne le faites pas parce que c'est intelligent et écologique pour ce que vous voulez faire, un régime. Ou bien vous faites carrément embarquer et vous le mangez pareil, pour regretter après, ou pour vous en foutre. C'est la manipulation. Mais c'est à vous de savoir que vous êtes manipulé pour décider qu'est-ce qui est bon. Est-ce que l'ego est un type de maître? Un type de merde. C'est M. Pierre Gagnon, bonsoir M. Pierre Gagnon, qui pose la question. Oui, l'ego est un maître qui n'est pas un maître. C'est une farce de maître, une illusion de maître, qui, c'est aussi un nombril du monde, c'est aussi ce qu'il y a de mieux sur la planète. Et le maître égoïque est tellement parfait que lorsque lui commet une bévue, c'est toujours un autre qui est responsable. Alors ça, c'est ce maître, qui a une tendance aussi à manipuler l'extérieur, mais d'une façon anti-écologique, tout vers lui. On appelle ça de l'égocentricité. Ou encore, c'est un maître totalement imbécile qui fait de l'exocentricité, c'est-à-dire que lui fait tout à l'extérieur puis il meurt lentement à petit feu sans s'en rendre compte. Une personne qu'on va d'ailleurs se servir, sur laquelle on va ambitionner énormément. L'ego est un maître à détruire. Mais le problème, c'est que si je dis ceci, c'est le maître égoïque qui va savoir que l'ego est un maître à détruire, alors une partie de l'ego va vouloir se mettre en mission de détruire l'ego. Et c'est toujours, ça a toujours été le problème de l'évolution humaine, c'est que la chose qui ne peut pas évoluer, c'est elle qui veut évoluer. C'est elle qui veut s'améliorer en détruisant d'autres choses. Vous avez le concept qu'une telle chose, c'est telle chose, que la viande, c'est bon pour la santé, puis il n'y a rien à faire. À un moment donné, on vous inculque un autre concept, que le végétarisme, c'est bon. Alors là, il y aura une lutte entre le concept du végétarisme et le concept du carnivore. Le maître veut dominer le maître. Le pacifique est colérique. C'est normal. De temps en temps, le colérique gagne, vous êtes colérique. De temps en temps, le pacifique gagne, vous êtes pacifique. Tout le reste du temps, vous n'êtes ni pacifique ni colérique, ils se battent. Ils ne sont pas en train de s'exprimer. Alors, l'ego est une forme de maître, mais c'est un maître qu'on ne peut pas. C'est un maître qui ne se maîtrise pas. Mais c'est un maître qui veut maîtriser, qui n'y arrive pas. Plusieurs questions qui te regardent directement. On dit ici, conférence que je recherchais depuis longtemps. C'est très clair, mais une chose reste nébuleuse. Êtes-vous un maître et où vous situez-vous par rapport à eux? Merci. Puis, dans la balance de ces questions-là, j'ai adoré la conférence, mais qui êtes-vous pour parler aussi bien à votre âge? Avez-vous un maître? Où avez-vous appris ces connaissances? Alors, premièrement, je n'ai pas de maître. Je me suffis à moi-même. Et je ne me situe pas par rapport aux autres maîtres, non, je ne me situe pas pour la simple raison, publiquement. Moi, je me situe, je sais où j'en suis. Et je sais où ils en sont. Mais publiquement, non, parce que si l'on veut savoir ceci, c'est qu'on va accréditer ce que je vais dire. On va aussi le colorer et s'amuser avec. Alors, ce qui fait que ce sont de toute façon des questions qui ne regardent personne. Alors, je ne réponds pas. J'ai eu en 1974, dit la personne, une apparition d'extraterrestres du troisième type à Montréal, sans être pour cela missionné par eux. D'après vous, quel était leur but? Il aurait fallu lui demander. Et puis on l'aurait su immédiatement. Si les Melchisédeks sont des catalyseurs, peuvent-ils s'opposer à l'action des maîtres du monde?
Non, étant donné que l'action des maîtres du monde, apparemment négative ou positive pour l'homme ancien, est une action qui est contrôlée par l'écologie de l'évolution planétaire. C'est-à-dire que les Melchisédek s'en mêlent lorsque c'est nécessaire pour les aider. Pour les aider à cristalliser l'âge de fer de l'âge de fer, c'est-à-dire l'accomplissement de l'augmentation du mal sur la planète Terre, de façon à finaliser l'évolution expérientielle souffrante de l'homme, comme de temps en temps ils vont s'interposer pour permettre à l'homme de prendre un repos dans son évolution. Lorsque l'homme prend un repos dans son évolution, l'homme dit qu'il est en paix. Lorsque l'homme se met à travailler, l'homme appelle cela la guerre, la famine, la misère, l'apocalypse. À un moment donné, l'homme pourra vivre une évolution avec d'autres moyens que ces mécanismes bouleversants. Mais les Melchisédek ne viennent pas empêcher les maîtres du monde, parce que les maîtres du monde ne font que ce qu'ils sont autorisés à faire, malgré qu'ils ne savent pas qu'ils ont une limite. Un maître du monde, d'ailleurs, ils savent qu'ils ont une certaine forme de limite, mais ils le reportent à l'extérieur. Ils savent très bien, par exemple, qu'ils ne peuvent pas prendre une masse et la monter immédiatement à un niveau d'évolution. C'est pourquoi ils doivent manipuler le contexte socio-politique et industriel de la planète. Alors, ce qui fait que les Melchisédek font partie d'un cheminement cosmique que l'homme a établi, qui a été conditionnel à l'instauration de l'homme sur le plan planétaire. Comment peut-on identifier les 27 centres d'entrée sur la Terre? Est-ce que c'est accessible à tous, ayant un degré de conscience comme la plupart de la masse, mais sensibilisés par cette démarche évolutive? Est-ce qu'il y a des épreuves pour y parvenir? Si oui, quel genre d'épreuves? Bon, disons, identifier les 27 centres. Si la personne veut rentrer, juste ça, c'est suffisant. Est-ce que c'est accessible à tous ayant un degré de conscience comme la plupart? Disons, premièrement, il n'y a aucun intérêt réel au niveau de l'évolution pour l'instant pour la masse, comme pour l'individu, de pénétrer à l'intérieur d'un de ces centres. Surtout, comme je l'ai dit, ou bien l'homme va rallier le plan des maîtres, ou il va être instruit à se créer un corps de maître, comme on a vu souvent dans certains films, où les maîtres venaient, prenons par exemple l'émission de télévision Les Champions, pour ceux qui étaient nés à cette époque. On a de l'instruction que de temps en temps les maîtres viennent, ils vont perfectionner l'homme. Mais si vous restez à la surface de la planète Terre, vous allez vous perfectionner vous-même et vous allez dépasser d'une façon beaucoup plus haute la perfection donnée par les maîtres. Alors évidemment, mon travail étant d'amener l'homme à une intelligence individuelle, je n'irai pas faire l'erreur de révéler l'une des entrées qu'on aurait proche de nous, au Québec. En ce qui concerne l'accessibilité, non, un corps physique comme le vôtre ne peut pas pour l'instant pénétrer l'un de ces... il peut pénétrer un bout de temps, comme certains avions l'ont déjà fait, comme certains bateaux l'ont déjà fait, mais il ne peut pas pénétrer longtemps ou profondément. Alors ce qui fait qu'au niveau évolutif, moi j'ai parlé de ceci tout à l'heure, pour situer un peu dans la tête de ceux qui avaient déjà rencontré de ces maîtres, ou dans la tête de ceux qui suivent un cheminement où on recherche des maîtres, pour les situer dans l'évolution de ces maîtres. Mais non pas pour stimuler l'intérêt d'aller fouiller dans le centre de la Terre, ou dans l'Agartha, ou dans Shambhala. Ça serait inutile. Ça serait une perte de temps. C'est comme vouloir aller au ciel, quoi. Celui dont tu parles, qui a instauré Shambhala et Agartha, serait-il le comte de Saint-Germain? Alors, cette personne connaît la réponse. Que peut faire un maître du monde contre quelqu'un qui commence à s'élever dans sa conscience? Tout pour l'aider, tout pour le récupérer, et suite à ça, tout pour l'empêcher. Lorsque l'homme nouveau sera en plus grand nombre et qu'il se fera un devoir de faire connaître ce qu'il considère écologique, dans cette intervention, il communiquera à d'autres hommes, donc il aura besoin de ceci pour pouvoir faire réagir. À ce moment, qu'est-ce qu'un maître, si toi tu le définis comme n'ayant pas besoin de disciples ou de récepteurs? L'homme nouveau est un maître. Le fait de travailler ensemble ne veut pas dire que le groupe est collectif. Lorsque le chef d'un groupe disparaît, si le groupe poursuit intégralement la même démarche, c'est que le chef était un coordonnateur et non pas un chef. Ce n'était pas un maître. Lorsqu'on a une doctrine particulière instaurée par quelqu'un,
Lorsque l'instigateur meurt, on a un remplaçant qui remplace difficilement et lentement la première philosophie se décolore. On a des scissions de groupe et ça se défait lentement, pas trop vite, même des fois très vite. Au niveau de l'homme nouveau est un maître de lui-même. Il n'a donc pas besoin de disciples. Il travaille avec des outils. D'autres hommes nouveaux, d'autres femmes nouvelles sont des outils pour lui, et chacun sachant la place qu'ils tiennent dans le rôle de l'évolution collective, vont l'assumer. Donc, ils auront un devoir pour avoir un droit. Tandis que l'homme ancien est collectif. Lorsque le chef meurt, on l'oublie. Lorsque les Indiens attaquent, descendez le chef. Et nos généraux étant intelligents, les chefs ne vont pas se battre. De cette façon, l'armée reste puissante. Mais lorsqu'on tue le président et les généraux majeurs d'une armée, on n'a plus d'armée, on a gagné la guerre. L'homme nouveau, non. L'homme nouveau fonctionne par intelligence. Si c'est intelligent de dépolluer, on aura des millions d'êtres nouveaux qui vont dépolluer. Sont-ils régis par un maître? Oui. Lequel? L'intelligence. Et l'intelligence, ça ne meurt pas. Sont-ils collectifs? Non. Pourquoi? Parce qu'ils savent tous pourquoi ils sont là. À un point tel que si tous les autres abandonnent, celui qui est là continue. Alors il n'est pas collectif. L'homme nouveau est un maître comme on n'en a jamais eu. Un maître qui n'a pas besoin de disciples et qui va refuser les disciples. C'est-à-dire qu'il sera nécessaire pour l'homme nouveau d'opérer des bris de forme, des chocs dans l'être ancien qui veut faire de l'homme nouveau un maître. Alors, le disciple sera toujours en train de souffrir au contact de ce maître. Et le disciple ne pourra pas comprendre les agissements, les faits et gestes de ce maître, ce qui fait qu'il ne restera pas longtemps. Ou bien il va aller chercher un andouille de maître qui l'accepte, ou bien il va lui-même se prendre en main. Il y a une grosse différence entre un collectivisme inconscient et un regroupement intelligent. Quelle différence tu fais entre les maîtres du monde, les écoles ésotériques, un gourou, par exemple? Les maîtres du monde sont des entités hyper puissantes disons, à l'échelon planétaire qui peuvent contrôler la matière, le plan vital, le plan psychologique, le plan mental de l'homme. Les sociétés, les écoles traditionnelles, les organisations sont soit régies par un maître, disons, sous-jacent au maître du monde, soit qu'elles deviennent, de par leur propre égrégore, eux-mêmes une forme de maître. C'est-à-dire qu'une personne faisant partie d'une société se personnifie comme étant la société. Je fais partie de ceci. Je me sens donc puissant. Cette société, cette école, devient une forme de maître, mais ça n'a rien à voir avec les maîtres du monde. Et le gourou est un maître qui peut être, encore une fois, relié, donc assujetti à un contrôle des maîtres du monde, ou pas du tout, c'est-à-dire qu'il peut être assujetti à un contrôle de l'astral planétaire, donc de la lignée psychologique d'évolution de la masse dans laquelle lui-même va évoluer. Ce gourou a par contre une lacune, c'est qu'il a besoin de l'énergie de ses disciples pour se maintenir dans l'état de lucidité où il est. Alors, les disciples venant à lui grimpent le gourou dans ses nuages, dans ce ciel, et automatiquement le maître, le gourou, par le fait qu'il suce l'énergie des disciples, a l'extralucidité apparente. Ayant cette extralucidité apparente, il va donc communiquer de la connaissance à ses disciples, de façon à ce que les disciples, par échange d'énergie, voient dans le maître le flot de connaissance. Alors, il reste auprès du maître, continuant d'énergiser le maître, pour que le maître continue à grimper. Alors, on va dire, il y a un échange d'énergie, ça paraît intelligent. Oui, sauf que le maître n'est pas instruit, il peut intégrer. Le disciple est instruit, il ne peut pas intégrer. Si dans ce contexte, quelqu'un évolue, ce sera le maître, rarement le disciple, mais jamais l'ensemble des disciples. Est-ce qu'il y a une forme de manipulation lorsque dans une école de croissance personnelle, il y a un esprit qui suit cette école? Je pense que la personne veut dire peut-être un maître ou un esprit, un maître désincarné qui dirige l'école, quelque chose comme ça. Bon, alors ésotériquement... Comme par exemple dans Ekankar, les maîtres Ek et tout ça. Mais Ekankar, c'est quelque chose. C'est quoi? Pour ça, il faut aller les rencontrer et leur demander. C'est ce que j'ai fait. On m'a dit ce sont les travailleurs associés avec Dieu. Je viens de le faire à l'instant. Maintenant, il faut que les autres aient leur demander aussi, s'ils veulent savoir. Lorsqu'un esprit, premièrement, un esprit comme tel ne suit pas une école. L'esprit, c'est de l'énergie supramentale et ça ne suit pas quoi que ce soit. C'est partout.
Ça ne peut donc pas suivre. Lorsqu'on emploie le mot esprit, on pourrait surtout parler d'égrégore, c'est-à-dire de mémoire, ou disons maître. C'est peut-être plus ajusté qu'esprit, parce que l'esprit est supérieur à un maître qui suit. Dans une école de croissance personnelle où il y a un maître qui suit cette école, ou une entité qui suit cette école, est-ce une façon de manipuler? Ben évidemment. Maintenant, est-ce qu'on doit fuir l'école? Ben, observez. Si ça vous limite, si vous doutez, ça vous récupère, fuyez l'école. Si vous doutez de ça et de l'extérieur, et que ça vous laisse libre de douter, vous pouvez vous payer le luxe de rester, parce que si un jour c'est faux, ça va vous laisser partir. Mais c'est rare. Habituellement, c'est subtil en Christi, et c'est capable de vous faire donner l'impression. Mais sachez simplement que lorsqu'on va vous interdire d'aller ailleurs, fuyez. Lorsqu'on va vous interdire de douter de ça, fuyez. Parce que là, on ne vous libère pas, on vous attache. Est-ce qu'il y a ce genre d'interdit dans le programme maître-contrôleur? Non. Est-ce que le programme maître-contrôleur vise à former des maîtres du monde? Je suis pas pour répondre oui après tout ce que j'ai dit ce soir. Pose-moi ça une autre journée. Je pourrais dire oui. C'est parce qu'à la pause, des gens faisaient l'allusion justement au titre de ta conférence, les maîtres du monde, et le programme maître-contrôleur. Bon. Voilà. Alors, le programme maître-contrôleur, c'est qu'il a une seule fonction, c'est de faire en sorte que l'homme devienne le seul maître chez lui. Que le mental de chaque individu devienne le seul maître contrôleur à bord du corps évolutif. Cela veut dire que la personne doit être suffisamment autonome pour ce que lorsqu'on lui dit de faire quelque chose d'imbécile, je vais vous donner un exemple. En PMC3, les personnes apprennent une forme, disons, une ébauche de secouriste, de premiers soins d'urgence. Parce que, évidemment, si la société saurait aider, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Alors, ils l'apprennent parce qu'on a des sorties à l'extérieur, parce qu'il y a plusieurs choses, et c'est brillant que l'homme connaisse, avant de vouloir aider quelqu'un à évoluer, c'est de pouvoir le garder en vie. Alors, le salon ici, parce qu'on se sert du centre, on avait un blessé, parce qu'on fait des simulations, alors les personnes rentrent, et puis là, il y a 7-8 blessés. Alors, ils ont appris à faire un examen primaire, un examen secondaire, différentes choses. Alors là, il faut qu'ils fassent juste mettre ça en pratique. Ça développe aussi la psychologie. Alors, on mêle plusieurs choses en même temps. Et moi, je me promène, et il y a une personne qui est ici évachée sur le stage, qui a la colonne pliée sur le bord du côté ici, les jambes à terre et la tête ici, en dessous d'une chaise. Alors, on a 2 personnes qui viennent, qui commencent à faire un examen secondaire, primaire, premièrement, pour voir si elle vit encore, si elle respire, si ses voies respiratoires ne sont pas obstruées, s'il n'y a pas, disons, de problème majeur au niveau du cœur, des poumons et du cerveau. Moi, je passe par là, et je représente un peu l'autorité, encore chez certaines personnes du PMC, dans les phases 1, 2 et 3. À 4, on commence à plus me truster, à 5, on me fait plus confiance du tout. Bon. Et vous allez voir pourquoi. Alors, moi, je pars, j'ai donné le cours. Alors, je regarde la personne qui est écrasée ici, et puis je dis, ah oui, mais on devrait la coucher à terre. Alors, je la prends par les pieds, puis là, je la traîne jusqu'à terre. Alors, ils sont toutes là. Oui, mais tu vois, la colonne, mais fait plus Big Bang. Bon. Fait que là, je m'en vais. Fait que là, ils sont toutes là, mais il me semble que c'est pas ça qu'il aurait fallu faire. C'est ça, le problème. Bien, à un moment donné, si en PMC5, je fais ça, faites-moi confiance qu'il y a 1 ou 2 qui vont venir me maîtriser pour que je touche pas. Prof ou pas prof, instigateur ou pas instigateur, conférencier ou non. Parce que c'est stupide. Tu as appris que c'était stupide. Tu comprends que c'est stupide. Mais si le maître, un médecin, un président, n'importe qui vient faire une chose stupide, ça reste stupide. Alors, il le fait pas. Alors, évidemment, programme maître contrôleur, même les professeurs font des conneries de façon à ce que l'élève, à un moment donné, finisse par réagir. Une autre journée, j'étais un fou et j'avais une seringue d'eau, que c'était de l'acide, et j'avais arrosé différentes personnes dans une salle. Alors, les secouristes arrivent. Et puis moi, on me demande qu'est-ce qui s'est passé, alors je leur réponds que j'ai aucune idée. Alors ça commence à aider, alors moi je tire de l'eau dans le cou d'un secouriste. C'est l'acide qui a assommé les autres. Et puis j'ai eu le temps d'arroser tout le monde avant qu'on finisse par se demander qu'est-ce que je faisais là. Et là je leur ai dit carrément, moi j'étais un fou qui se promène avec l'acide, qui est suffisamment mortel, puis j'ai tué tout le monde. Vous autres avec. Après quelques fois comme ça, là le monde finisse par être intelligent, malgré que moi je sois là ou malgré qu'un autre professeur soit là. Ils ne sont plus influençables à ce moment-là. Ils ne sont plus influençables. Ce qui est intelligent, ils vont l'appliquer malgré l'autorité que tu pourrais représenter. Et ça fait qu'à un moment donné, on a fait un 24 heures d'équitation. Et lorsque je suis parti avec un autre professeur à cheval pour aller chercher la nourriture,
Lorsqu'on est revenu, les tentes étaient montées, les feux étaient allumés, le monde s'était organisé. Il n'y avait pas de chef, tout était prêt. Alors ça, c'est du monde qui se prenne en main. Il n'y a pas de chef, ça marche. Ils sont venus camper. Faut-tu attendre qu'on leur dise de monter le tente? Faut-tu attendre qu'on leur dise d'aller pisser? Non, ils le font. Bon. Alors ça, c'est tout à fait différent des maîtres du monde ou de toute organisation qui tend à créer l'idée même d'un maître. Chacun doit être son seul maître. Mais pour être son seul maître, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien de ce que les autres demandent. Parce que lorsque l'autre demande quelque chose que c'est intelligent, on doit être suffisamment déségoïsé pour dire « oui, c'est intelligent, je le fais ». Ça doit répondre. Qu'est-ce que cela peut changer à notre vie de savoir toutes ces choses en parlant de cette conférence sur les maîtres du monde? Une personne évolue de toute façon à son propre rythme. Qui peut me dire si ce que vous dites est vrai ou faux? Alors, je pourrais vous référer à quelqu'un, mais vous allez encore lui demander à lui qui peut me dire que ce que vous dites est vrai. Et continuellement, de référence en référence, parce que la question « qui peut me dire », il y a une réponse « toi, tu peux te le dire ». Et présentement, peux-tu te le dire? Non, mais ça n'a aucune importance. Parce que la seule chose qui est importante dans tout le discours que j'ai fait ce soir, premièrement, c'est énergétiquement ce qui a été transporté, qui ne peut pas être compris par l'ego au niveau de connaissance. Ça, c'était ce qu'il y avait de plus important dans la conférence. Tout ce qui n'a pas été compris, tout ce qui n'a même pas été entendu, était ce qu'il y avait de plus important. Parce que ça ne peut pas ni vous manipuler, ni vous colorer, ni vous faire poser des questions, ça ne peut casser votre taux vibratoire. Le vocabulaire et le thème servaient pour deux choses. Premièrement, de véhicule pour communiquer l'énergie. Deuxièmement, de mécanisme d'instruction de vos parcelles de mémoire. Si consciemment vous oubliez ce que j'ai dit ce soir, mémoriellement, ce n'est pas oublié. Inconsciemment, si vous préférez, ce n'est pas oublié. La seule chose qui en ressort, ne vous laissez pas manipuler, même par ce qui semble être de l'autorité. Veut pas, compris, pas compris, c'est utile. Et c'est utile pour n'importe qui est venu ici ce soir. Pourquoi? Parce que si ça n'aurait pas été utile, elle ne serait pas venue ici ce soir. Ésotériquement et comparativement parlant, quelle différence y a-t-il entre un président d'une grande entreprise et son employé? Parlant d'autorité, justement. Bon, cosmiquement, il n'y a aucune différence, c'est-à-dire que ce sont des hommes ou des femmes qui évoluent et qui se sont créés tous les deux un cadre pour permettre leur évolution. L'un l'a peut-être constitué lui-même, donc le président de l'entreprise, tandis que l'employé se suffit d'un cadre déjà créé. Et il peut avoir aussi bien raison que le président. Au niveau énergétique, au niveau d'affaires, évidemment, il y a une différence. C'est-à-dire que le président a sans doute des clés que l'employé n'a pas. Je dis bien sans doute. La majorité de nos présidents, ce sont des hommes comme ceux qui sont les employés, qui ont un ego. Et lorsque vous passez 5, 6, 10, 15, 20 ans de votre vie à mettre tout votre argent pour créer une entreprise, à la gérer, à créer des problèmes familiaux, à travailler 7 jours sur 7, ça développe aussi une forme d'ego. Lorsque l'employé vient demander une augmentation de salaire, lorsque l'employé vient critiquer, c'est dur pour l'ego du patron. Alors celui-ci résiste. Et l'employé, qui ne connaît pas du tout le karma d'un patron, mais qu'il connaît le sien, veut des droits. Et plus il veut de droits, moins il veut que le patron lui demande de devoirs, compenser les droits que le patron va lui donner. Lorsque l'employé est intelligent, c'est deux choses l'une. Il monte en grade ou on le renvoie. S'il fait peur à l'ego du patron, il est renvoyé. Si le patron n'a pas trop d'ego, il saura s'en servir. Mais lorsque l'employé se laisse manipuler parce qu'il a peur de perdre son emploi, il ferait peut-être mieux de perdre son emploi. C'est-à-dire, il ne devrait pas quitter son emploi. Il devrait instaurer un cadre
une harmonie de travail où il ne sera plus manipulé. Mais non pas avec une résistance farouche, une guerre syndicale ou quoi que ce soit, par diplomatie. Il a instruit son patron pendant 2 ans de le manipuler, il ne changera pas ça en dedans de 2 heures. Il devra donc payer pour, disons, son anti-écologie et lentement rééduquer le patron à ce que celui-ci le respecte. Énergétiquement, ils ont droit tous les deux à la même chose, mais ils sont régis par la même loi, l'écologie. À un moment donné, il y a des entreprises qui vont naître au Québec, gérées par des hommes et des femmes nouvelles. Ce sera presque de la dictature comme patron. Et les syndicats, s'ils ne sont pas investis par les hommes nouveaux qui dirigent l'entreprise, parce que l'homme nouveau a une puissance assez hypocrite, lorsque c'est intelligent d'être fait, les employés seront obligés, je donne un exemple, mais c'est évident, seront obligés sur leur temps de travail et payés pour le faire, d'entretenir leurs conditions physiques, c'est-à-dire de faire du conditionnement physique, de faire du sport, de s'instruire, de se déniaiser, on pourrait dire. Et l'employé qui ne se soumet pas à cela ne pourra pas travailler pour un patron ou une patronne nouvelle. Et lorsque le syndicat n'est pas suffisamment intelligent, il sera investi par l'homme nouveau de façon à ce qu'on accrédite ce que le patron veut faire. Un peu comme ça se passe aujourd'hui, sauf que ce n'est pas nécessairement l'intelligence qui investit le syndicat. Quel est selon toi le devoir de l'artiste dans la société évolutive? Le devoir de l'artiste, c'est le même devoir que celui qui n'est pas artiste, c'est-à-dire que dans une société, il bénéficie de certaines choses à la condition qu'il paie à la société son tribut. Lorsque l'artiste crée quelque chose, il doit le faire en fonction d'une écologie intelligente, comme n'importe qui. Que vous fabriquiez une automobile, que vous placiez des boulons sur une automobile, que vous fabriquiez du pain, que vous instruisiez du monde, que vous ramassiez les vidanges, n'importe quoi. Tout cela, c'est un peu être artiste. C'est quoi être artiste? Être artiste, c'est 2 choses, mais il y a une race d'artistes qui va mourir très prochainement. Et dans ces hommes artistes, une autre race d'artistes va naître. L'artiste, c'est celui qui crée. Créer veut dire 2 choses. On a une création assujettie au plan mémoriel. Une création qui permet à l'homme d'être nostalgique. Une création qui permet à l'homme d'exprimer des choses qu'il ne vivra jamais. Une création inintelligente. Ce que nous connaissons dans la majorité de nos artistes. L'homme dit « je m'exprime ». Il exprime son ego et il exprime son désarroi. L'artiste qui va naître dans l'artiste et l'artiste qui va naître dans ceux qui ne le sont pas et dans celles qui ne le sont pas, c'est un artiste qui va lui aussi créer. Créer dans le sens d'améliorer. Et non plus seulement dans le sens d'exprimer. Le ramasseur de vidange va améliorer le système. Le peintre va améliorer le système. Et se servira de la peinture pour créer des ondes de forme qui vont aussi permettre l'amélioration de ceux qui vont observer la peinture. Et non pas seulement l'artiste qui crée des ondes de forme musicales, visuelles, auditives, pour détruire, pour empêcher l'évolution. On aura un artiste patron qui va améliorer. L'employé aura l'impression qu'il doit créer. Et le patron va lui laisser la possibilité de créer, en ce sens d'améliorer. Tout le monde va devenir des artistes. Et c'est pourquoi aussi, spirituellement, on dit que l'ère du Verseau est l'ère de l'art. De la création, de la créativité. Et non pas de l'expression banale des mécanismes égoïques et psychologiques. De l'amélioration. Les maîtres du monde manipulent-ils les forces de la nature, vent, tremblement de terre, etc.? Tout à l'heure, j'ai répondu à cette question lorsque j'ai dit que les maîtres du monde avaient la faculté de contrôler les plans planétaires, c'est-à-dire le plan matériel, le plan vital, le plan astral et le plan mental. Alors ça répond. Ici, on n'a pas très bien compris ce que tu entends par le mot écologie. Qu'entends-tu par écologie? Les maîtres provoqueraient-ils des guerres, événements politiques de toutes sortes pour servir des fins écologiques? Ben oui. Mais
Écologiquement, peut-être, il faudrait l'expliquer à ce moment-là. Une guerre, la guerre. La guerre, c'est hautement intelligent et c'est hautement stupide. Étant donné que c'est hautement intelligent, l'homme a pu se payer le luxe d'en vivre plusieurs. Étant donné que c'est hautement stupide, l'homme inconsciemment pense que la guerre ne devrait plus exister. Si on prend l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, qui, sous des décors atroces, ont permis le mélange des races, donc ont permis la naissance de corps physiques beaucoup plus puissants, beaucoup plus résistants. Ça a permis à un être humain biologique d'apparaître sur la planète Terre de façon à un jour pouvoir rencontrer les énergies supramentales. Ça l'a permis surtout à l'Amérique industrielle et à l'Amérique raciale, politique, de naître. Là où on rencontre une race biologique supérieure à l'échelle planétaire, je parle de l'Amérique du Nord, donc du Canada et des États-Unis. Les guerres ont permis beaucoup de bonnes choses. Et c'était le devoir de la guerre que de faire évoluer l'homme d'une façon psychologique, spirituelle, matérielle. Le prix, la guerre. Est-ce qu'on est continuellement soumis à cette évolution par la guerre? Non. Lorsque l'homme comprendra que l'évolution se fait et que la souffrance pour évoluer n'est plus nécessaire, il pourra se payer le luxe d'abandonner les guerres. Tant que l'homme dit que la souffrance est nécessaire, il n'échappera jamais aux guerres parce qu'inconsciemment il les constitue. Les maîtres du monde qui ont apparemment précipité l'âge de fer de l'âge de fer, c'est-à-dire la partie maléfique, satanique, la partie misérable de l'évolution de l'homme, ils l'ont précipité. Au lieu de l'échelonner sur 4000 ans, ils essaient de la contracter en dedans de 60 ans. Pour l'homme qui vit ce 60 ans, il ne comprend rien et il n'y a rien à comprendre. Pour ceux qui vont naître à la suite de ces conflits, tout sera clair. Lorsque Philippe de Macédoine a envahi les territoires qu'il a par la suite baptisés Perses, c'était la guerre. Mais la Perse est devenue hautement médicalement intelligente, industriellement pour l'époque intelligente et coordonnée au niveau social. Lorsqu'Alexandre le Grand a poursuivi vers la Grèce et vers d'autres territoires, il a étendu encore ce règne. Lorsque la Rome a conquis les territoires d'Alexandre et a étendu son règne sur l'échelle du monde connu, il a créé la société d'une façon beaucoup plus orchestrée, beaucoup plus sociale. Et c'est la guerre qui a permis ceci. Lorsque l'Empire romain s'est senti trop orgueilleux, les venants du Nord sont descendus et ont massacré l'Empire romain pour instaurer l'Europe. Et continuellement, ces guerres ont permis l'évolution. Est-ce nécessaire encore? Non. Est-ce que cela a été réellement nécessaire? Oui, c'est de l'écologie. Lorsque vous prenez un grain de pommier et que vous le plantez dans le sol, ça crée un pommier. Ça prend des années. Et lorsque vous regardez les pommes, vous cueillez les pommes. Et lorsque vous prenez les pommes, les plus petites, les plus feuilluettes, ceux qui pourrissent en premier parce qu'ils manquent d'énergie vitale, que vous les ouvrez pour ramasser les graines et que vous les replantez parce que vous mangez les belles pommes, ça crée un autre pommier, plus petit et plus feuilluette que le premier. Et aussi longtemps que vous allez manger le bon fruit pour planter le mauvais, vous allez créer une dégénérescence de pommiers jusqu'au jour où il n'y en aura plus de fruits à manger. Tandis que si vous mangez les mauvais fruits pour planter les bons, vous créez une race de plus en plus puissante. Écologiquement, on atteint un pommier qui est résistant à la maladie, qui est résistant aux intempéries, qui est plus gros, qui se nourrit de tous les sols, qui donne des fruits plus gros, plus vivants, et qui vit plus longtemps, et qui donne des fruits plus rapidement. C'est intelligent.
C'est la même chose pour l'homme. On a détruit les fruits faibles et on a conservé les fruits puissants. C'est ce que la guerre fait. C'est aussi ce que la maladie fait. Parce que lorsque l'homme n'est pas suffisamment intelligent pour constituer une guerre, la maladie, les tremblements de terre, les cataclysmes viennent poursuivre l'évolution de l'homme. Mais quand je dis insuffisamment intelligent, il faut s'entendre. L'homme nouveau n'instigera jamais de guerre. Parce qu'à l'époque où on est rendu, elle est inutile. La femme nouvelle ne verra jamais l'utilité de tuer, de détruire et d'empêcher de naître. Jamais. Si un jour on a un conflit international, un apocalypse, il aura été instauré par l'homme et la femme ancienne et il ne touchera jamais l'homme et la femme nouvelle. Ça répond un peu à toutes ces autres questions qui concernaient l'éventualité de grands changements planétaires, de gros problèmes planétaires. Et on se demande aussi si c'est le début d'une mutation à l'échelon planétaire, ces changements-là. Dans quelle tranche d'année vous prévoyez ce genre d'événement ou de cataclysme à l'échelon planétaire? Bonjour. Si elle lit le don, ça va être peut-être plus propice pour les... Cela fait la deuxième année que des intempéries balayent l'Europe. Plusieurs morts pour des changements climatiques. Que se passe-t-il? Cela est-il le début d'une mutation planétaire? Ok, je réponds à celle-là brièvement. La mutation planétaire, elle va se faire au niveau du plan physique, vital et psychologique, à l'échelon planétaire. Au niveau mental et supramental, elle va se faire surtout au niveau du Québec. Le monde va-t-il ou peut-il se détruire lui-même? Le monde ne peut se détruire lui-même. L'homme devra y participer. Va-t-il ou peut-il? Il peut. Va-t-il? Je m'en fous. Combien d'années pensez-vous qu'il nous reste avant le gros problème planétaire? Maudite bonne conférence. Ah, tiens, lui, on le connaît, il est déjà venu. Il est déjà venu la semaine dernière, ouais. Combien d'années pensez-vous qu'il nous reste avant le gros problème? Premièrement, je ne pense pas qu'il nous reste X ou X années. Une chose qui est certaine, c'est que vous pouvez au moins, vous deux, dormir encore en paix pendant au moins 3 ans. Pourquoi un enfant va-t-il souffrir plus qu'un autre, c'est-à-dire avoir des parents dénaturés, insensibles? Pourquoi il n'a pas choisi ses parents? Il a été attiré énergétiquement par le corps physique constitué par les parents, ce qui a permis la réincarnation de ce bonhomme-là dans ce corps-là, dans ce milieu-là. C'est le corps physique qui choisit ce qui va vivre dedans. Le corps physique est généré par l'accouplement de l'homme et de la femme. Plus l'enfant naît dans un cadre pitoyable, lorsqu'il est intelligent, plus il vit un contexte de guerre, n'est-ce pas, de violence. Et mieux c'est pour lui. Lorsque on prend un enfant et qu'on le place dans un contexte merveilleux, où tout va bien, où il peut développer ses facultés intellectuelles, développer son goût de s'amuser et d'apprendre. Mais le goût d'apprendre, il faut faire attention. Le goût de mémoriser. Le goût d'être rempli. Un jour, l'enfant se révolte. Il ne comprend plus rien à la vie. L'exemple le plus planétaire a été l'exemple de Siddhartha Gautama, que certains connaissent. Et que d'autres connaissent peut-être plus sous l'appellation de Bouddha, qui a été mis au monde dans un endroit hautement riche, hautement luxueux. Son père, qui était un roi, a été riche, comme les rois se doivent de l'être. Et son père a décidé que jamais l'enfant ne devait voir de la misère ou de la souffrance humaine. Alors il a tout donné dans ce royaume, dans son palais, à son enfant, de façon à ce qu'il évolue, en pensant que sur la planète Terre, il n'y avait que du bonheur. Pendant de longues années, l'enfant y a cru, jusqu'au jour où il est sorti dehors, à l'insu de son père, et il a découvert le monde. Il a sacré son camp de la tutelle de son père. Il a essayé tout ce qu'on lui offrait pour évoluer, pour comprendre pourquoi il y avait la souffrance. Maître après maître. Jusqu'au jour où il est devenu le maître.
C'est normal qu'un être humain passe par des mécanismes de souffrance parce que la souffrance va lui enseigner les lois qui régissent le plan dans lequel il évolue. Comment comprendre la psychologie de l'homme si on a des hommes qui n'ont pas de psychologie? Ou des hommes qui sont bien, heureux et beaux? Comment? C'est impossible. Parce que l'homme psychologique contient deux antipodes qui se réunissent par la coloration. Le malheur et le bonheur, le bien et le mal, etc. Apparemment, aux yeux de l'homme ancien, ce n'est pas correct qu'un enfant intelligent, génial, qui veut, soit avec des parents qui le battent, le martyrisent. Dans un contexte particulier, cela génère d'autres parents qui vont poursuivre une éducation similaire. Mais à un moment donné, ça va créer les enfants qu'on a besoin, ça va créer les adultes qu'on a besoin. L'homme nouveau, dans la société nouvelle, va instaurer un cadre d'éducation qui ne sera pas nécessairement un cadre paradisiaque pour l'enfant, en ce sens que ce ne sera pas un cadre qui ne va instruire que l'ego spirituel de l'enfant. Un exemple. On ne bat pas l'enfant pour qu'il apprenne. Non. L'enfant à 3 ans, on lui donne une chambre extraordinaire avec des beaux meubles, des pitous, puis tout ce qu'il faut. Non. On va lui donner une chambre. Tant que l'enfant ne peut pas comprendre, on lui donne un cadre particulier qui va lui permettre de bien se développer. 3, 4, 5 ans, si on est brillant, on lui donne une chambre qui est un peu maganée. Mais pas maganée, mais qui n'est pas constituée, qui n'est pas belle, qui est neuve, qui est à construire. Alors, l'enfant a quelques années, alors on lui demande, qu'est-ce que tu aimerais avoir? On lui montre, dans un livre, dans des photos, par exemple. Des blocs, des ceci, des cela. Ah, ça l'intéresse. Alors ensemble, on va les faire. Ou ensemble, on va travailler pour les acheter. À 7-8 ans, on bâtit avec lui. On fabrique. Ah, ça ne lui tente pas. Alors on ne le fait pas. Mais il ne l'a pas. Et puis à un moment donné, alors il apprend. Il veut un nouveau bureau. Alors on sort les planches, on lui montre comment travailler, et ensemble, on le fait avec. Il va aimer ça. Il va aimer ça parce qu'il va apprendre à créer. Il va construire sa chambre. Mais il n'abîmera pas les meubles. Sans s'en rendre compte. Il ne cassera pas tout. Parce qu'il va avoir participé à la création. Et lorsqu'il va décider de tout casser, comme l'adulte, il est rendu dans une énergie de changement. Alors vous le laissez tout faire. Et à un moment donné, il veut qu'on jette le bureau. Alors on lui répond, pas de problème, on en fait un autre. Mais il saura toujours qu'il est impliqué dans ce qu'il aura. Alors il aura appris, non pas à respecter les choses, il aura appris à vivre l'intelligence de l'utilité de l'outil matériel, comme de l'utilité de l'outil psychologique, de ses amis et d'autres choses. Alors l'enfant, on ne le place pas dans un cadre où tout est fait. C'est toujours ça qu'on a fait. Alors si tout est fait, l'enfant ne peut pas se faire. On doit le placer dans un cadre où tout est à faire, mais non pas dans un cadre où tout se détruit. Parce que l'homme ancien d'un antipode à l'autre. Ah, mais si tu lui donnes pas tout, ça veut dire que tu lui donnes rien, puis que... Non. On lui donne la possibilité de constituer le cadre, et nous, on est là pour l'aider. Ça, c'est de l'éducation. Ce n'est pas de l'instruction, comme on fait à l'école où on l'instruit. On lui donne plein de connaissances, et puis on l'oublie. L'énergie était différente ce soir. Est-ce voulu? Si oui, pourquoi? Oui, parce que... Pourquoi êtes-vous venu au monde? Dis donc. Le temps travaille pour l'homme nouveau. Le temps travaille pour la femme nouvelle. Dans le temps comme dans le temps, on le saura. Alors, si vous voulez connaître l'homme, n'écoutez pas ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait, c'est ça. C'est déjà une chose. Alors, si vous voulez savoir ce qu'il fait, demandez donc ça à Mario Gosselin, il va vous expliquer. On te remercie beaucoup, Daniel. Merci. Alors, je vous rappelle donc la première partie est disponible. Elle vous est offerte gratuitement.